BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et donc le face-à-face comme chaque jour, Mathieu Loire pour AXA IM et Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour à tous les deux. Philippe, les marchés sont alors toujours très résistants. Et alors aujourd'hui, le CAC 40 est en tête en Europe. Il signe la plus forte hausse en Europe. On voit pas très bien les indicateurs macroéconomiques qui pourraient le justifier. Donc c'est peut-être du côté de la micro, des publications qu'on est rassuré. Aujourd'hui, il y a énormément de publications et manifestement, ça n'a pas l'air de porter ombrage, de porter préjudice à notre indice CAC 40. Au contraire, il progresse d'1%. Et oui, en effet, mais tout le monde sait bien que la conjoncture soit florissante ou qu'elle soit plus ou moins plombante, de toute façon, les trimestriels seront toujours meilleurs que prévu. Donc, on ne risque pas de déception. Alors, évidemment, cela vient d'être évoqué. Il y a le cas Schneider qui revient sur ses plus hauts historiques. On a SPI qui rebondit vers ses sommets de début juin, c'est-à-dire les 15 €. On a de bonnes surprises. Maintenant, le CAC 40 venait d'aligner également 5 séances de baisse consécutives. Il était d'ailleurs un petit peu le seul dans ce cas hier. Les places européennes avaient déjà tendance à rebondir un petit peu, donc peut-être qu'on voit se matérialiser un petit effet rattrapage. Par contre, on peut parler véritablement de résilience, compte tenu de ce que les indices américains, hier soir, ont reculé plus fortement que ce que l'on craignait, surtout après que la Fed ait répété que ça restera open bar, au moins jusqu'à la fin de l'année. La Fed qui va maintenir tous ses programmes d'approvisionnement en liquidité, que ça soit pour des besoins gouvernementaux, municipaux, le crédit aux entreprises, le crédit aux particuliers. Tout cela aurait dû réjouir Wall Street, mais on s'aperçoit que ce genre d'annonce porte de moins en moins. Donc là, il nous reste, c'est vrai, en France, les trimestriels, et avec des surprises qui, naturellement, dans 80 ou 85% des cas, seront positives, à mon avis. Bon, en tout cas, on voit aujourd'hui qu'en effet, ces publications sont saluées et jugées un peu meilleures qu'attendues, bien que mauvaises, bien évidemment. Puis c'est surtout sur les perspectives, quand même aussi, Philippe, que les marchés arbitrent aujourd'hui les publications. Il y a certes les chiffres annoncés, et puis il y a les perspectives pour la suite qui... Bon, bien sûr, il y a un manque de visibilité dont témoignent toutes les entreprises, mais ces perspectives, telles qu'elles sont formulées, pour l'instant, ne font pas l'effet d'une douche froide sur les marchés. Alors, il y a effectivement des discours positifs. On vient d'évoquer ceux de Kering, ceux de LVMH. Je dois dire que parfois c'est un petit peu surréaliste. On entendait LVMH hier souligner que les ventes avaient fortement rebondi en Chine. Forcément, les Chinois ne voyagent plus. Et on va dire que 2/3 des achats de produits de luxe réalisés par les Chinois le sont soit dans les aéroports, dans les duty-free, soit en détaxe à Paris, Londres, New York, Los Angeles, Tokyo, Osaka. Alors forcément, on va toujours trouver à un moment des éléments qu'on va qualifier de très très positifs, mais voilà, il faut prendre, comme on dit, le paysage, il faut l'embrasser dans son ensemble, et comme vous le disiez et fort justement, peut-être que on a de bonnes surprises en termes de résultats par rapport aux prévisions, mais quand on se remet sur une perspective de 12 mois, c'est extrêmement mauvais. Il faudra attendre en effet un deuxième trimestre pour voir si la dynamique s'infléchit bien à la hausse et peut corroborer des discours presque triomphalistes du type « nous en ressortirons plus fort », qui est évidemment une sorte de tarte à la crème. Trump... Larry Kudlow, tous les officiels de la Maison-Blanche tiennent tous le même discours. Les États-Unis sortiront plus forts de cette crise. En fait, on n'en sait quand même fichtre rien.
Mathieu Loire nous accompagne également depuis AXA IM. Mathieu, justement sur les perspectives pour la suite dont dépendront les performances des entreprises aussi, la Fed va s'exprimer ce soir. Jérôme Powell, cette conférence de presse à partir de 20h dans laquelle il parlera des perspectives macroéconomiques pour les États-Unis, bien sûr, mais c'est vrai que de la dynamique américaine dépendra aussi en partie la dynamique européenne pour la suite. Qu'est-ce que vous attendez de la Fed et de Jérôme Powell notamment ce soir? Alors pas grand-chose ce soir à attendre de la Fed. Essentiellement, finalement, rappeler que tous les outils qui sont mis en place le resteront pendant longtemps. Et effectivement, comme ça vient d'être souligné, un certain nombre de choses qui étaient déjà en place sont prolongées jusqu'à la fin de l'année au moins. Et donc, on attend finalement pas grand-chose ce soir, mais plutôt une revue en septembre, où là, il s'agira de donner des indications au marché sur la façon dont la Fed va piloter la politique monétaire. Parce que c'est bien beau, effectivement, d'avoir les taux à zéro, d'avoir un programme d'achat d'actifs massif en cours, et un bilan de la Réserve fédérale américaine qui, par rapport à son niveau de début d'année, devrait probablement plus que doubler d'ici la fin de l'année, mais il faut pouvoir donner une indication au marché de ce qui sera finalement la stratégie pour l'année prochaine, voire même pour l'année qui suit. Et de ce point de vue-là, la Fed n'est pas encore complètement prête à dévoiler finalement ce qui sera finalement ce qu'on appelle ses guidance, c'est-à-dire la façon dont elle va piloter les anticipations de marché. Et on s'attend plutôt à ce que ces annonces-là soient faites pour le mois de septembre. Alors d'ailleurs, on peut déjà peut-être anticiper un petit peu sur ce qui sera annoncé en septembre. Là, le point pour la Fed, ça va être d'ancrer les anticipations de marché sur le fait que les taux ne seront pas remontés avant des temps immémoriaux. Donc on parle finalement de remontée des taux qui n'interviendraient qu'après fin 2022 et encore les anticipations de marché sur les 3 prochaines années, c'est intéressant, c'est que les taux de la Fed resteront à zéro sur les 3 prochaines années. Donc on a, vous voyez, quand vous regardez un petit peu les instruments financiers à terme à horizon 36 mois, on est toujours sur des taux Fed à 0 à 3 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc tout ça, c'est ce travail que devra mener la Fed pour justement donner des indications au marché sur comment se positionner à l'avenir sur ces taux, ainsi que sur son bilan. Tout tiendra tant que les banques centrales sont là et qu'elles pourront garder des marges de manœuvre pour agir d'ailleurs. Ces marges de manœuvre pour agir, elles dépendront de l'évolution de l'inflation. On ne voit aucun risque de remontée de l'inflation dans les prochains trimestres, Mathieu? Alors, tout tiendra si les banques centrales tiennent, ça c'est une certitude, mais les banques centrales sont en train de passer finalement le bâton, le relais à la politique fiscale. Et là, c'est là qu'on voit des choses intéressantes se passer, puisque d'une certaine manière, la politique fiscale a largement pris le relais. Et on a des annonces un peu tous les jours donc, dans l'ensemble des pays du monde sur des plans de relance supplémentaires. Donc on a le fameux Recovery Fund, le fonds de relance européen qui a été validé. Alors sur les montants, c'est pas ça qui va changer la donne. Si on regarde un petit peu justement le montant des transferts, vous savez, ce fonds de recovery, c'est 750 milliards étalé sur un certain nombre d'années avec une répartition entre des transferts et des prêts. Si on regarde juste le volet transfert, ça va être à peu près 0,4% du PIB par an d'ici fin 2027. Donc autant vous dire que c'est pas quelque chose de considérable et c'est la raison pour laquelle en fait les budgets nationaux, c'est-à-dire les relances au niveau national vont continuer à avoir une importance primordiale justement dans ce volet fiscal. Mais le point important, c'est le message qui est envoyé, un message qui est que pour la première fois, on traverse finalement la ligne rouge qui est la mutualisation fiscale et qu'on va émettre ces fameux eurobonds, vous savez, ces obligations qui seront émises directement par l'Europe, par la Commission. Donc une mutualisation fiscale qui fait introduit la zone euro et l'Europe en général d'ailleurs dans une nouvelle phase. Ça c'est ce point-là. Donc on a finalement un package qui est quand même assez conséquent dans la taille mais qui va s'étaler sur un certain nombre d'années, plus des packages nationaux. Et aux États-Unis, il y a ces discussions qui ont commencé, puisque les républicains se sont mis d'accord sur finalement un plan de relance, le 5e d'ailleurs, plan de relance. Donc les républicains ont mis sur la table $1 trillion, donc 1 000 milliards de dollars, donc, quelque chose d'assez considérable. Oui. Et bien évidemment, c'est un point de discussion parce que les démocrates sont pas en reste. Eux, ils ont annoncé, donc comme ils dominent la Chambre, ils ont fait voter un plan à 3 000 millions de dollars. Et donc là, on va voir un peu comment ça converge entre ces 1 000 milliards de dollars et ces 3 000 milliards de dollars. Donc on devrait vraisemblablement atterrir aux alentours de 1 500, 2 000 milliards de dollars de plan. Donc c'est encore une fois des chiffres considérables. Donc on voit bien que la politique fiscale est en train de prendre le relais sur une politique monétaire qui a fait le job, mais qui ne peut pas aller tellement plus loin aujourd'hui.